Salut les compagnons et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler de chantier, de métiers du bâtiment, de technique, de matériel et surtout de l'histoire de la construction. Et au programme, dans cette première vidéo, nous allons commencer par expliquer ce qu'est justement le BTP. Alors jingle. Dit comme ça, le BTP, tu penses certainement à un maçon qui coule du béton ou encore au calendrier de famille. Et tu as certainement dû entendre que le BTP, c'est pour les mauvais élèves. Mais derrière ce cliché se cache un secteur d'activité tellement plus riche que ça. Et franchement, depuis 15 ans que je gravite dans le milieu, je peux dire que le secteur fait énormément pour changer les codes et la vision du grand public. D'ailleurs, beaucoup d'initiatives sont mises en place pour mettre en avant les femmes, par exemple, ou encore les travailleurs en situation de handicap ou encore de réinsertion. Par exemple, la FFB, la Fédération française du bâtiment, indique que plus d'une entreprise sur deux est dirigée ou co-dirigée par une femme. Elle fait aussi état de 23% des femmes à l'école supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment en 2021. Mais en fait, le BTP, ça veut dire quoi? Le BTP, pour bâtiment et travaux publics, correspond à un secteur d'activité économique, celui de la construction. Et de la construction à la démolition, en passant par l'aménagement et l'entretien en restauration, les activités du bâtiment sont diverses et nombreuses. Dans les faits, le secteur regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, industriels ou non, et des infrastructures, telles que les routes ou les canalisations par exemple. Bon, même si ça peut paraître évident, c'est toujours bon de rappeler les bases. Mais en fait, sais-tu pourquoi on différencie le bâtiment et les travaux publics? En fait, le secteur du bâtiment regroupe les entreprises qui participent à la construction et à l'aménagement intérieur de différents édifices, immeubles, établissements scolaires, industries, bureaux, locaux commerciaux. Dans le bâtiment, le donneur d'ordre, c'est généralement le client, que l'on appelle la maîtrise d'ouvrage, ou aussi appelée MOA. La MOA va trouver des financements, va obtenir le permis de construire. C'est elle qui achète le terrain par exemple. Dans le bâtiment, la MOA sera une entreprise privée. Exemple, l'entreprise Carrefour installe son nouveau dépôt à Sénart. Si Carrefour est le client, donc la MOA, on parlera de marcherie privée. Le secteur des travaux publics, quant à lui, regroupe des entreprises qui participent à des constructions où la maîtrise d'ouvrage, la MOA, est généralement assurée par l'État ou les collectivités locales. Mais attention, même si certains projets de grande envergure peuvent être sous maîtrise d'ouvrage privée, généralement, comme ils ont un intérêt d'utilité publique, ils sont également considérés comme un ouvrage de travaux publics. On peut citer les centrales nucléaires, les aéroports, les parkings. Ces marchés sont régis par le Code des marchés publics. Ce sont des marchés très contraignants. D'ailleurs, j'ai prévu d'en faire une vidéo spéciale, donc abonne-toi si ça t'intéresse. Une entreprise peut prétendre à travailler sur les deux secteurs, si elle respecte les critères de chaque marché, public ou privé. Donc tu l'auras compris, en fonction du donneur d'ordre, on parlera du bâtiment ou de travaux publics. Petite info rapide, le secteur de la construction est l'un des premiers secteurs d'activité économique en France. Avec un chiffre d'affaires total dépassant les 170 milliards d'euros, plus de 1,4 million de salariés et près de 564 000 entreprises, le secteur du BTP est un poids lourd de l'économie française. Ok, une fois qu'on a planté un peu le décor, parlons un peu des différentes structures qui existent. On distingue deux familles au sein de l'entreprise. Celles qui construisent la structure de l'édifice, charpente, maçonnerie, on les appelle les métiers du gros œuvre. Et celles qui s'attellent à l'aménagement de l'édifice, peinture, vitrerie, électricité, menuiserie ou encore installation d'équipements sanitaires, on les appelle les métiers du second œuvre. Et dans ce secteur d'activité de la construction, il est d'ailleurs très intéressant de constater la diversité des métiers. On pourrait presque dire qu'il y en a une infinité, et on y reviendra justement un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai prévu de faire une vidéo par mois, un focus sur un des métiers du BTP. Vous verrez, certains sont très surprenants. Alors n'hésite pas à t'abonner pour suivre l'évolution de la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc maintenant, parlons un peu des différentes tailles d'entreprises. Car dans le secteur du BTP, les acteurs sont polarisés. Et oui, si la frontière est un peu floue, on retrouve deux tendances. D'un côté, les TPE-PME et d'autres, les grands groupes. D'ailleurs, très souvent, on a tendance à confondre les TPE et les PME justement. Pourtant, ces deux notions sont vraiment différentes. Alors ça mérite qu'on prenne 2 minutes sur le sujet. À ce jour, il n'y a pas de définition universelle pour différencier les différentes catégories d'entreprises. Mais celle qui semble s'imposer est celle de la recommandation européenne numéro 96-280 du 3 avril 1996. Elle-même été modifiée en 2003. Mais bon, là, on rentre dans des détails très complexes et on va déjà pas s'attarder sur ces détails ici. Mais je te laisse le lien en description si tu veux en savoir plus à ce sujet. En fait, ces textes, ils disent quoi? Ils classifient les types d'entreprises en fonction de deux données, la taille de l'entreprise et son chiffre d'affaires. Ça peut paraître logique, il faut bien comprendre que ces règles, justement, sont totalement arbitraires. Elles ne sont valables qu'en France et en Europe. Par exemple, la TPE, pour très petite entreprise,
On parle ici d'entreprises qui ont un nombre maximal de salariés de 10 et où le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan réalisé ne dépasse pas le plafond de 2 millions d'euros. La petite entreprise, quant à elle, se définit par une société dont l'effectif se situe entre 10 et 50 salariés et dont le chiffre d'affaires et le bilan total n'excèdent pas 10 millions par an. Entre 51 et 250 salariés, on peut distinguer les moyennes entreprises, dont le chiffre d'affaires sera inférieur à 50 millions d'euros et le bilan total annuel à 43 millions d'euros. Au-delà de 250 salariés, on parlera alors de grandes entreprises. Mais attention, je rappelle que ces règles restent européennes. Aux États-Unis, par exemple, on pourrait être surpris car une société peut être une PME alors qu'elle compte 500 salariés. Oui, mais revenons sur les très petites entreprises avec l'acronyme TPE. Cette forme de société est dans la grande majorité des cas une entreprise individuelle, c'est-à-dire sans salariés. On l'appelle alors également micro-entreprise, à ne pas confondre avec les auto-entreprises. Elle correspond aux besoins des travailleurs non salariés, tels que les artisans, les commerçants ou encore les professions libérales. Alors, petite parenthèse importante sur ce qu'est un artisan en France. Un artisan, pour rappel, est une personne qui travaille de façon manuelle, en exerçant une technique traditionnelle et qui travaille généralement à son propre compte ou en famille. Attention, il faut un diplôme pour être artisan, un CAP ou un BEP, ou à défaut, une expérience reconnue de 3 ans en tant que patron ou en tant que travailleur d'un artisan. Pour démarrer une TPE, il ne faut pas beaucoup de ressources, humaines ou financières. Cela explique que les TPE constituent l'essentiel des créations d'entreprises en France. Attention, les TPE, PME et grands groupes ne sont pas forcément en opposition. Il arrive souvent qu'une PME développe et dispose d'une compétence pointue qui la rend très précieuse, comme sous-traitant de grosses sociétés multinationales par exemple. Et même si ça peut être le cas, les artisans préféreront souvent ne pas travailler en sous-traitance, notamment de grands groupes. Car si à leur échelle, les artisans ou les grands acteurs peuvent réaliser un excellent travail, on peut quand même nuancer en disant qu'un artisan sera beaucoup plus dans une logique de proximité, de qualité, du rendu final, du geste et du service, quand un grand acteur ajoutera des notions de rentabilité et de productivité. Et si toi, derrière ton écran justement, tu te poses des questions sur ton avenir, j'aimerais t'aider à trouver ta voie. En fait, choisir de t'orienter dans une TPE ou vers un groupe, ça va surtout dépendre de toi et de tes attentes, de ta personnalité en fait. On dit souvent que si tu as du mal avec le fait d'avoir un patron, si tu aimes le travail manuel, alors l'artisanat est pour toi. Si tu souhaites faire de plus gros chantiers, travailler avec des collègues, mais garder cet esprit de famille, tu entendras souvent dire même qu'une boîte est à taille humaine. En fait, ça dépend plus de la philosophie de l'entreprise, de son dirigeant. Mais de manière générale, choisis une entreprise petite ou moyenne jusqu'à une centaine de salariés. L'un des premiers avantages dans ce type de structure est la simplicité dans le mode de fonctionnement. Et oui, qui dit moins d'employés, dit moins de rapports hiérarchiques et donc davantage de dialogue possible. Le travail en équipe peut s'organiser plus naturellement dans ce type d'entreprise. On gagne plus vite de l'expérience et on se voit vite confier des responsabilités. L'impact de vos actions a des répercussions immédiates et visibles sur la réussite de la mission et l'évolution de la société, ce qui est forcément valorisant. Mais le revers de la médaille est de souvent devoir se rendre disponible pour des horaires, disons, plus ou moins flexibles. En fonction de l'effectif réduit, il est souvent plus difficile de respecter les délais impartis sans déborder d'un emploi du temps classique. Et c'est une pression qui n'est pas sans susciter un certain stress. Et ce sacrifice ne trouve pas forcément de récompense, surtout sur le plan financier. Les PME et surtout les TPE ne pouvant pas toujours rémunérer leurs employés à hauteur de la grille des salaires des grandes entreprises par exemple. Cependant, si tu cherches de grands chantiers et que tu souhaites voyager professionnellement, profiter d'avantages comme une voiture de fonction, même si maintenant la plupart des entreprises, même petites ou moyennes, proposent des voitures de fonction. Si tu cherches aussi d'autres avantages comme les primes d'intéressement, de participation, certaines grandes entreprises proposent même des services de crèche ou encore de sport. Alors fais le choix de t'orienter vers de grandes entreprises justement. C'est le choix de la sécurité et d'un cadre structuré. Rentrer dans ce type de structure est souvent gage de sécurité car elles sont généralement plus à l'abri des aléas économiques. Au quotidien, le cadre de travail est souvent plus clair, avec des tâches mieux établies à l'avance, souvent avec un supérieur hiérarchique. Le plus souvent, on y travaille en équipe. Dans les grandes entreprises, les horaires de travail sont aussi mieux établis et respectés, ce qui permet une meilleure répartition entre temps de travail et vie personnelle. Les évolutions de carrière sont possibles et même souvent très encouragées, avec des formations internes rémunérées par l'entreprise. Vous avez aussi la possibilité d'évoluer géographiquement, ces grands groupes étant présents partout en France et souvent à l'international. Et travailler pour ce géant du secteur peut aussi avoir sa part d'inconvénients.
Et oui, rien n'est parfait. Le cadre de travail, s'il a l'avantage d'être clair et précis, s'avère pour certains justement trop rigide et contraignant. Les rapports hiérarchiques sont également soumis à plus de règles que dans les petites structures. Et oui, le choix de la sécurité est à ce prix. Donc, après cette parenthèse qui me tenait vraiment à cœur, un peu de chiffres pour mieux comprendre ce maillage dans notre société. Dans les milliers d'entreprises que compte le secteur, 94% sont dans le bâtiment et 6% dans les travaux publics. Même si on l'a dit, une entreprise peut faire un peu des deux. Les entreprises de moins de 20 salariés représentent 98% des entreprises du BTP. Mais surtout, elles réalisent 80% du chiffre d'affaires de la construction. En 2019, les entreprises de la construction emploient environ 1 397 000 salariés en équivalent temps plein. Le constat est donc simple, basique. Les grands chantiers sont faits par de très grosses entreprises, certes, mais ce sont les petites entreprises de moins de 20 salariés qui font vivre cette économie. Et dans le monde alors? Si la Chine et le Japon dominent fortement le secteur, la France n'est pas en reste. Elle est où la poulette? On peut même dire qu'elle se place très bien dans les acteurs majeurs, avec Vinci en seconde position et Bouygues en 4e position. Il y a également Eiffage en 6e position. Et oui, Cocorico. Ces grandes entreprises françaises, justement, on les appelle des majors. Le marché français se caractérise par l'existence de 4 majors. Vinci, Bouygues, qui sont les 2 leaders mondiaux, comme on vient justement de le voir, suivi de Eiffage et SPIE Batignolles. Je rajouterai à cela des nouveaux acteurs qui jouent dans la cour des grands, des très grands même, comme le groupe Faya, ou encore NGE, de Mathieu Hébert. On pourrait même citer également Legendre. On appelle ces entreprises des ETI. Alors petite précision, on a vu les PME et TPE et les grands groupes. Mais en fait, il existe une classe intermédiaire entre 250 et 4 999 salariés. On appelle ces entreprises les ETI. Elles sont définies par les mêmes logiques, un chiffre d'affaires et un nombre de salariés pour les ETI. Ces entreprises ont plus de 250 salariés, mais un chiffre d'affaires n'excédant pas les 1,5 milliard d'euros, soit un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Avec une exception, sinon bien sûr c'est trop simple, une entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 43 millions d'euros de total de bilan est aussi considérée comme une ETI. Et là, il est très intéressant de mettre en avant ce type d'entreprise car elles ont encore un fonctionnement qui peut s'appréhender à des PME. Leur fonctionnement est souvent encore un peu familial, même si elles peuvent représenter 3000 salariés, à l'instar du groupe Ramri, 3000 salariés tout de même, qui obtient en 2020 la meilleure note d'une grande étude du cabinet Statista visant à classer les entreprises préférées des salariés du BTP. À l'image de Legendre, de Mathieu Hébert ou encore Gagnereau, les ETI indépendantes ont la cote. Elles ont la cote auprès des équipes grâce à leur relative taille humaine et leur management de proximité. Donc, on a vu quel type de marché était concerné par le BTP. Également, le poids dans l'économie française et sa répartition dans le monde. Sur un aspect plus familier, vous avez déjà dû entendre dire que quand le bâtiment va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vidons les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. La formule date du 19e siècle. Elle vient de Martin Nadeau, un maçon qui devient député puis préfet. Cet adage voudrait que quand le secteur de la construction est en croissance, elle profite à tous et devient un bon indicateur pour le reste des secteurs économiques. Malheureusement, le poids de la construction dans la valeur ajoutée n'a cessé de se réduire depuis les 30 Glorieuses. Elle est passée de 9% dans les années 50 à peine plus de 5% de nos jours. Ces chiffres donnent toutefois une idée réductrice des effets d'entraînement du secteur, car le modèle économique des entreprises du BTP a bien changé. Dorénavant, pour des questions de coût, de productivité et pour être toujours plus efficace, on sous-traite énormément. On pourrait même dire massivement. En témoigne le poids des consommations intermédiaires dans la production. Les professionnels du bâtiment sont de plus en plus des assembleurs de modules préfabriqués en amont par l'industrie, ce qui fait gonfler le coût des consommations intermédiaires. Le but étant d'économiser de la main-d'œuvre. Une partie de la croissance et de la richesse créée par la construction est donc en réalité souterraine et se retrouve aujourd'hui dans l'industrie. Pour bien se rendre compte du rôle pivot du BTP, il suffit finalement de superposer deux courbes, celle du PIB et celle de l'investissement construction. On s'aperçoit que sans la construction, la croissance ne peut pas vraiment garder une dynamique à la hausse et donc que l'adage reste tout de même d'actualité. Et voilà, j'arrive à la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à la réaliser et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, ça fera vraiment du bien et ça me permettra aussi d'améliorer encore les vidéos pour l'avenir. Pour rappel, je lance cette chaîne pour vous partager ma passion et vous faire découvrir le monde du BTP. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos et pour rester au courant des nouvelles de la chaîne. Je vous dis à bientôt les compagnons.